Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cryptographie où on va parler du protocole Diffie-Hellman. Alors on reverra d'abord dans les grandes lignes ce que c'est la cryptographie symétrique. Ensuite on verra directement l'échange de clés de Diffie-Hellman, donc le protocole. On verra quelques attaques, le logarithme discret et man in the middle, et enfin des exos que je vous montrerai pour vous entraîner. Alors, dans les grandes lignes, la cryptographie symétrique, c'est un protocole c'est un ensemble de protocoles de chiffrement qui va utiliser une seule clé pour chiffrer et pour déchiffrer un message. C'est quelques exemples, on a AES, DES et triple DES. Ça a l'avantage d'être très rapide. En revanche, comme on va utiliser une seule clé pour chiffrer et pour déchiffrer, il va falloir se mettre d'accord sur cette clé au préalable. Alors on va s'imaginer que Alice et Bob veuillent communiquer entre eux et Alice va envoyer un document à Bob. Mais Eve, elle écoute tout ce qui se passe entre les deux et elle récupère toutes les informations qui transitent publiquement. Donc Alice et Bob veulent utiliser la cryptographie symétrique parce que c'est très sécurisé et parce que c'est très rapide. Donc la question qu'il va falloir se poser, c'est comment ils vont se mettre d'accord sur la clé commune à utiliser pour pouvoir échanger secrètement. Évidemment, il faut que cet échange de clés-là soit secret aussi. C'est-à-dire que Eve ne puisse pas récupérer cette clé. Si Alice et Bob ne peuvent pas se voir physiquement pour se parler discrètement, et que tous leurs échanges se font par Internet par exemple, comment est-ce qu'ils peuvent secrètement se mettre d'accord sur une clé pour discuter secrètement? Et on voit que le problème est là, c'est-à-dire que Alice, si elle génère par exemple une clé de chiffrement et qu'elle l'envoie directement à Bob, Eve pourra la récupérer et donc la communication ne sera plus du tout sécurisée. Et donc c'est le problème, le protocole de Diffie-Hellman qui va donner une solution à ce problème. Alors, une petite illustration, on va s'imaginer, donc sur la gauche on a la partie d'Alice, sur la droite on a la partie de Bob, et au milieu il y a tous les échanges qu'il va y avoir entre Alice et Bob, et donc tout ce qui va être considéré comme public. Alice et Bob, ils vont se mettre d'accord sur une couleur, par exemple ce vert clair, et on se met d'accord sur cette couleur. Étant donné qu'ils se sont mis d'accord sur cette couleur au début, la couleur elle est connue de Eve, c'est-à-dire du public en gros. Sinon, au début, par exemple, Alice choisit cette couleur, on va dire ok Bob, on va utiliser ce vert clair. Eve, elle connaît donc le vert clair. Alice, de son côté, elle va ajouter le vert clair à une couleur secrète que elle seule connaît. Et le résultat, ça va être le mélange des deux couleurs. Et Bob va faire une chose de son côté. Il va mélanger le vert clair avec ce bleu, qui est sa couleur secrète, et il va obtenir une autre couleur. Alice va envoyer ce résultat à Bob, et Bob va faire la même chose, va envoyer son vert à Alice. Alice récupère le vert de Bob et l'ajoute à sa couleur secrète, rouge, pour obtenir la couleur finale. Et Bob va faire la même chose, il va prendre la couleur générée par Alice, on va dire, trouvée par Alice, il va y ajouter sa couleur secrète et va retrouver la même couleur finale que Alice. Alors les couleurs ici qui sont rouges, ce sont donc le vert clair du début et chacune des couleurs résultats, on va dire, de Alice et de Bob. Donc ce vert-là, c'est ce vert-là en fait. Ce sont les trois seules couleurs qui sont publiques, c'est-à-dire dont Eve dispose. Et que Eve voit passer en fait, ce sont les seules couleurs. Et connaissant ces seules couleurs, elle ne peut pas retrouver la couleur ici finale. Pourquoi? Parce que pour ça, imaginons que Alice part
de cette couleur-là, elle connaît aussi le vert, elle ne peut pas retrouver le rouge de Alice. Vous avez une couleur, si vous prenez deux tubes de peinture, que vous mélangez la peinture, par exemple, je sais pas, du bleu et une couleur secrète, vous obtenez en peinture une autre couleur, et bien en connaissant à partir de cette couleur finale et le bleu, ça va être difficile de retrouver la couleur avec laquelle le bleu a été mélangé. Voilà, les couleurs sont très difficiles à séparer en fait, hein. Ça veut dire que le rouge ici et le bleu de Alice et de Bob, ils sont absolument secrets, et que Eve, elle ne peut pas les récupérer. Et donc, elle ne peut pas retrouver la couleur finale, puisqu'elle a besoin de ces couleurs secrètes. C'est un petit peu une illustration du protocole de Diffie-Hellman qui a été mis au point par Diffie-Hellman en 1976, qui permet de répondre à la problématique de l'échange de clés sécurisé. Ici, Alice et Bob se sont mis d'accord sur une couleur secrète, sans divulguer d'informations nécessaires ou suffisantes à Eve pour retrouver cette couleur secrète. Alors concrètement, parce que là, en maths, en crypto, on ne fait pas de la peinture, mais on manipule des nombres, et donc comment est-ce qu'on va faire pour générer réellement cette clé secrète, mais partagée par Alice et par Bob? Alors Alice, elle, de son côté, elle va choisir des nombres. Elle va choisir un nombre P, qui est premier. Elle va choisir un nombre G, qui va être entre 1 et P moins 1. Et elle va choisir un nombre A. Donc les nombres qui sont en rouge, ce sont les nombres qui sont privés. Vous voyez qu'ils ne sont jamais échangés entre Alice et Bob. Les nombres en vert sont les nombres publics que Eve connaît. Du coup, Alice, elle a choisi, donc elle a généré un nombre P premier, elle a généré un nombre G qui doit répondre à certaines conditions, et elle a généré un nombre A qui est secret, que elle garde pour elle. Et elle va calculer grand A qui va être égal à G puissance petit a modulo P. Et elle envoie le grand A, le petit G et le petit P à Bob. Mais elle n'envoie pas son petit A. Bob, lui, il récupère tout ça. Il va prendre connaissance de grand A, de petit G, de petit P. Il va en conséquence générer un nombre petit b secret, qui est compris aussi entre 2 et p-1. Et il va calculer grand B qui est égal à G puissance petit b modulo P. Et il va envoyer grand B à Alice. À ce stade, Alice, elle dispose de la composante publique entre guillemets de Bob, qui est le grand B. Et elle dispose de sa composante privée petit a. Bob, de son côté, dispose de grand B, dispose de grand A, donc la composante publique d'Alice, et il dispose de petit b, c'est lui qui l'a généré, c'est son nombre privé. Et à partir de ça, chacun des deux va pouvoir calculer un nombre, effectuer un calcul. Chez Alice, ce sera grand B puissance petit a modulo P, chez Bob, ce sera grand A puissance petit b modulo P. Et le truc fou, c'est que les deux auront le même nombre, grand K, qui est privé, qui est en rouge, hein, mais qui n'a jamais été échangé entre Alice et Bob, et qui est identique entre Alice et Bob. C'est quand même l'objectif. L'objectif initial, c'était que Alice et Bob se mettent d'accord sur une clé, sur un nombre, secrètement, sans divulguer d'informations publiquement qui puissent permettre de retrouver ce nombre, mais ce nombre doit être identique. D'accord? Le grand K et le grand K là sont les mêmes. Les 4 informations donc, qui ont été échangées, grand A, petit g, petit p et grand B, sont publiques et à elles seules ne permettent pas de retrouver le grand K. En fait, si Eve elle voulait retrouver le grand K, elle aurait besoin de petit a. Parce que grand B, elle le connaît, il voyage ici. Petit p, elle le connaît, elle l'a vu là. Donc il lui faut le petit a. C'est-à-dire que pour ça, elle devra utiliser 3 valeurs qu'elle connaît ici dans ce calcul, qui sont grand A, petit g, petit p. Elle connaît la relation qu'il y a entre les 3, et donc elle peut se dire, bon bah j'ai 3
variables que je connais, 3 valeurs que je connais. Il me manque une quatrième, donc la quatrième information. Et bien en fait, c'est ça le problème du logarithme discret. Le problème du logarithme discret, c'est d'arriver à retrouver petit a en connaissant grand A, petit g et petit p. C'est-à-dire en connaissant le résultat de l'exponentiation, le générateur en fait, dont on va reparler, et petit p l'ordre du groupe, en fait le nombre premier. Si Alice connaît le petit a, alors elle peut retrouver si Ève connaît le petit a, elle connaît le grand K. Mais en l'occurrence, c'est très difficile pour elle de retrouver le petit a, sauf cas particulier. Et on va voir ça. Alors, on va juste faire un exemple. Admettons que Alice choisisse P égale 73, c'est bien un nombre premier, et G égale 5. Ça, c'est deux informations publiques. Alice va choisir de son côté A égale 52, le garde pour elle, elle va calculer grand A, qui va être égal à 5 puissance 52 modulo 73. C'est bien le petit g, puissance petit a, modulo petit p. Ça va lui donner son grand A, 69, elle l'envoie à Bob. Elle envoie à Bob, grand A égale 69, petit p égale 73, petit g égale 5. Bob, lui, il va choisir petit b égale 31. Il a pris connaissance de P qui vaut 73, il va donc en conséquence choisir B égale 31, qui est bien inférieur à P. Il va calculer grand B qui vaut G puissance 31, donc G puissance petit b modulo P, qui vaut 47. 5 puissance 31 modulo 73, ça vaut 47, et il envoie ça à Alice. Grand B, elle est égale 47. Alice et Bob, ils vont pouvoir calculer le secret partagé. Alice, elle va effectuer le calcul 47, donc ce que Bob lui a envoyé, modulo 52, son nombre privé, puissance 52, modulo 73. Et Bob, il va calculer 69, donc ce que Alice lui a envoyé, puissance 31, son nombre privé, modulo 73. Et les deux vont trouver comme résultat 36. 36, ça va être le secret partagé entre Alice et Bob, à partir duquel ils pourront, par exemple, chiffrer une communication. C'est-à-dire utiliser 36 comme clé secrète de chiffrement symétrique, d'accord, pour pouvoir chiffrer et déchiffrer leur communication. Alors là, j'ai pris des nombres petits, mais évidemment, il faudra utiliser des nombres plus grands. Dans cet exemple-là, on peut évidemment, en connaissant 73, 5 et 69, on peut retrouver petit a, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nombres, hein. Il y en a maximum 73 possibilités pour petit a. Ça va vite à calculer. Petite chose importante aussi, c'est G, j'en ai pas trop parlé, mais en fait G, c'est un nombre qui va être mis à la puissance d'un autre modulo 73. Il y a des nombres entre 1 et P-1, donc entre 1 et 72. D'ailleurs, entre 2 et 72, parce que 1 ne peut pas, G ne peut pas être égal à 1. Si G était égal à 1, en fait, j'aurais 1 puissance quelque chose, ça n'aurait forcément 1. Donc, ça ne sert pas trop. Donc, à partir de 2, on va prendre. Entre 2 et 72, il y a des nombres qui ne vont pas générer beaucoup de nombres, hein, tel que le calcul de G puissance un truc. En fait, ça va pas donner lieu à beaucoup de résultats possibles. Par exemple, on peut très bien imaginer que, j'ai pas pris d'exemple comme ça sous la main pour P égale 73, mais on peut très bien imaginer, je sais pas, je dis n'importe quoi, que P égale 4, on est au bout de 10 puissances successives, donc au bout de, pour G égale 4, pardon, on est G puissance 0, G puissance 5, etc. jusqu'à G puissance 9. À partir de G puissance 10, on retombe à G puissance 0. Et G puissance 11, on retombe à G puissance 1. Ça peut arriver. Auquel cas, sur les 72 possibilités de nombre de résultats possibles, parce que 0 n'en fait pas partie, sur ces 72, en fait, j'aurai que 10 résultats réels. Et donc, ça donne pas beaucoup. Ça réduit fortement le nombre de clés secrètes de Alice à tester. On va voir du coup quelques attaques possibles. Donc, calcul du logarithme discret, c'est le fait de retrouver petit a ou petit b en connaissant soit grand A, P et G, soit grand B, P et G. Donc, en fait, c'est de retrouver
la composante en rouge ici. Ça, c'est facile quand P est pas très gros. Dans cet exemple-là, évidemment, P n'est pas très grand, hein, mais voilà, de l'ordre de 1 milliard, par exemple, on ne peut pas dire que c'est grand, hein, c'est tout petit. Ou alors, on peut calculer le log n discret dans le cas où P-1 est factorisable en plein de petits facteurs premiers. Alors, dans le cas ici, 73, bon, 72, c'est... De toute façon, c'est déjà suffisamment petit, mais il y a des exemples où P-1 peut être factorisable en petits facteurs premiers. Deuxième attaque possible, c'est la première qu'on va voir juste après, c'est la man in the middle actif, qui peut être assez efficace. Alors man in the middle, c'est quand Eve, elle va se mettre au milieu de la conversation, elle va écouter tout ce qui se passe. Si elle ne fait rien, on dit que c'est un man in the middle passif. Si elle va faire quelque chose, c'est un man in the middle actif. Et là, en l'occurrence, aux yeux d'Alice, elle va se faire passer pour Bob. Aux yeux de Bob, elle va se faire passer pour Alice. C'est-à-dire que Alice, quand elle va envoyer un message à Bob, elle va croire qu'elle va envoyer un message à Bob, sauf qu'en réalité, elle va envoyer un message à Eve. Et Eve, Alice et Eve auront convenu d'une clé secrète, alors qu'Alice pensait l'avoir fait avec Bob. De la même manière, Bob et Eve ont convenu d'une clé secrète, alors que Bob pensait le faire avec Alice. Donc Alice pense discuter avec Bob, Bob pense discuter avec Alice, sauf qu'en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Eve, elle écoute, elle peut déchiffrer tout ce qui se passe au milieu, elle peut même modifier tout ce qui se passe au milieu. Puisque elle a la possibilité de déchiffrer les messages provenant d'Alice et de les chiffrer pour Bob. À partir de là, elle peut donc modifier et chiffrer pour Bob et faire l'inverse. Et au final, il n'y a aucune communication directe entre Alice et Bob. En fait, tout passe par Eve et ça peut être assez embêtant. Ça peut par contre être contourné, enfin ça peut être, comment dire, cette attaque-là peut être évitée en utilisant de l'authentification de messages. Les messages qui ont été avec un code d'authentification, on va dire, ça peut permettre à Bob de s'assurer que c'est Alice qui envoie le message. Et aussi à Bob de s'assurer que le message n'a pas été modifié. Et faire la même chose de l'autre côté. Alice s'assure que c'est bien Bob qui lui envoie un message, et elle s'assure que le message provenant de Bob n'a pas été modifié. Et on va parler un peu du problème du logarithme discret, qui est la deuxième attaque. On va considérer que grand G, c'est un groupe fini d'ordre P, c'est-à-dire que c'est un ensemble de nombres qui comporte les nombres de 0 à P-1, qui en comporte P, et c'est cyclique, c'est-à-dire que dans un calcul, lorsqu'on dépasse, en fait, on fait tout modulo P. Donc on se retrouve toujours un résultat qui est entre 0 et P-1. G, c'est un générateur de grand G. En fait, un générateur, ce serait un nom tel que tout élément de Y de 0 à P-1, en fait, en réalité même de 1 à P-1, j'aurais dû mettre une petite étoile sur le G, c'est créé comme Y égale G puissance X modulo P, c'est-à-dire G, mon générateur, a une certaine puissance, modulo P. Et à partir de là, on peut exprimer tout élément de G. Alors 0, il ne pourra jamais être exprimé comme ça, parce que ça veut dire que G est égal à 0, ce qui n'est pas forcément terrible. On va donc dire que G va générer P-1 éléments. En fait, l'ordre multiplicatif de G, ça va être P-1, parce que G va générer tous les nombres entre 1 et P-1. Il va donc en générer P-1. Il y a des nombres qui vont générer moins de P-1 éléments. Si un nombre va générer trop peu d'éléments, ça peut avoir un problème. Il peut y avoir un problème, puisque le nombre de valeurs possibles, par exemple pour grand A, pour Y, va être fortement réduit, et donc, à partir de là, il sera très facile de brute force les X, en sachant que Y peut avoir très peu de valeurs possibles.
Le point du logarithme discret concrètement, c'est de retrouver x en connaissant g, y et p. Par exemple, si on prend p égale 17, g égale 3, on a 13 qui va valoir 3 puissance 4 modulo 17. Et bien 4 est le logarithme discret de 13 modulo 17 en base 3. Donc le problème, c'est de retrouver x en connaissant y, g et p. Donc ça va être très facile pour les petits nombres. En revanche, pour des très grands nombres, ça va être un petit peu plus difficile, mais dans certains cas, on peut y arriver. Alors, il va falloir passer à la pratique. Il y a 3 choses que je vous propose. C'est bon, au début, c'est pas forcément dans l'ordre. Déjà sur GitHub, je vais vous faire une petite démo du calcul de logarithme discret. Donc sur mon GitHub ici, hein. Vous avez, il est un peu bugué, mais voilà, vous avez 3 nombres. Il faut retrouver le x tel que y est égal à g puissance x modulo p. Il faut retrouver le fameux nombre x. Donc on va faire ça tout de suite. Hop. Donc je vous invite à utiliser SageMath, hein, c'est un logiciel qui permet de... C'est en ligne de commande, mais ça permet de faire des calculs assez utiles en crypto et assez rapidement. Et ça intègre plein d'algorithmes. Donc ce qui fait que là, on n'aura même pas à coder nous-mêmes l'algorithme du logarithme discret. Donc on va importer notre nombre p. Hop, p égale clac, g égale 2 et y égale ça. Voilà, et on va créer notre groupe en fait, qu'on va appeler grand F, qui va être égal à gf d'ordre p. On va dire que G, ça fait partie de ce groupe, donc on va lui mettre F de G, donc F qui est le nom hein, que je lui ai donné là, et Y, on va faire la même chose. À partir de là, on va pouvoir regarder par exemple la factorisation de P-1. Comme je vous ai dit avant, si P-1 est factorisable en plein de petits facteurs premiers, alors l'algorithme de Pauli-Gellman peut être utilisé pour retrouver le premier logarithme, enfin le logarithme discret, pardon. Ici, P-1, on voit que ça se factorise en plein de nombres petits. Et bien ça, c'est vachement bien parce que du coup, l'algorithme, enfin SageMath va va calculer le logarithme discret avec tous ces petits nombres et va recombiner le tout pour retrouver notre résultat. Et donc pour ça, on va utiliser x égale y.log g. On va calculer le logarithme discret de y modulo p. On va mettre le résultat dans x. Et x, on l'a ici. Ensuite, on peut importer depuis la librairie libnum plein de fonctions qui sont géniales, comme n2s, qui permet de faire une conversion d'un nombre vers une chaîne, donc number to string, en utilisant l'ASCII. Donc pour installer un module dans Sage, on va dans le terminal de Sage, on met un point d'exclamation et on met notre commande Python. 3 install libnum. Bon là il me dit que je l'ai déjà, mais vous ça devrait s'installer si vous ne l'avez pas déjà mis. Ou pip install libnum si vous êtes sur Windows, là j'ai un WSL. Et on va faire un n2s de in de x. En fait x c'est tel quel, il passe pas dans la fonction n2s, il faut le reconvertir en entier. Hop, et là on retrouve notre flag ici. Alors dans un exemple d'échange de clés de Diffie-Hellman, on aurait fait le calcul suivant. En fait le grand A ce serait notre y, et donc le petit a ce serait grand A.log g. Et à partir de là, on aurait retrouvé en fait le petit a qui serait la composante privée de Alice, et à partir de laquelle on aurait recalculé le secret partagé. Le x ici, dans Diffie-Hellman, ce n'est pas le secret partagé, le petit x ou le petit a, ce serait cette valeur-là par exemple.
ce serait le petit a qu'on a là, ou le petit b qu'on a là. Mais ce n'est pas encore le secret partagé, parce qu'à partir de là, bah, c'est la porte est ouverte. Ensuite, on reprend la composante publique de Bob, on recalcule le secret partagé en faisant grand B puissance petit a. C'est très facile à faire. Donc pendant que je vous ai montré ça, je vous invite à aller sur Pictohack et à faire la section Diffie-Hellman. Vous allez dans Challenge, vous descendez ici Diffie-Hellman, et là-dedans, bah, vous avez la section Diffie-Hellman avec plein de petits exos qui expliquent sûrement mieux que ma vidéo sur comment ça fonctionne et le protocole d'échange de clés. Et sur Outme, vous avez un petit challenge, prendre du logarithme discret en cryptanalyse. Si vous avez un nombre P, vous avez un nombre Y, vous avez un nombre G, il faut retrouver X qui vérifie cette relation. C'est exactement ce que je viens de vous montrer. Donc voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires YouTube ou à me contacter sur Discord. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!